Abandonner les méthodes probabilistes, abandonner les méthodes génératives, abandonner les approches contrastives et abandonner l'apprentissage par renforcement. Ces déclarations, ce sont celles de Yann LeCun, l'un des pères fondateurs reconnus du Deep Learning. Il y a maintenant 2 ans, il a introduit A Path Toward Autonomous Machine Intelligence, un nouveau papier qui présente une méthode qui s'appelle JEPA, Joint Embedding Predictive Architecture, qui a pour but de changer, de proposer une nouvelle manière d'entraîner des réseaux de neurones, des modèles, pour faire en sorte de développer de l'intelligence à l'instar de l'intelligence d'un humain. Ces déclarations m'ont amené à me questionner depuis la publication de JEPA, il y a maintenant 2 ans, également énormément ces derniers mois, notamment avec l'avancement et les progrès qu'on voit en intelligence artificielle. Et ça m'a amené à certains doutes, notamment sur le domaine d'application de la méthode et où est-ce qu'elle serait réellement intéressante à appliquer. Dans cette vidéo, mon objectif ce sera dans un premier temps de vous introduire à JEPA, essayer de vous présenter les concepts majeurs à comprendre pour saisir les implications de JEPA et enfin de vous partager mon opinion sur ces différents blocs, qu'est-ce que je trouve bien et surtout les aspects que je trouve aujourd'hui peut-être limitants ou en tout cas les aspects sur lesquels je pense qu'il existerait des alternatives possibles à JEPA. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de la chronique d'une intelligence artificielle. Vous pouvez retrouver cet épisode sur YouTube mais aussi sur l'ensemble des plateformes de podcasts habituelles. Bienvenue à tous, aujourd'hui on va parler de JEPA. Pour commencer à comprendre JEPA, je pense qu'il faut également comprendre un peu le contexte dans lequel il a été réfléchi. Yann LeCun a énormément contribué, pas seulement, mais énormément contribué à la computer vision, à la vision par ordinateur et à la compréhension d'images et de vidéos. Et dans ce contexte-là, il y a un point qui est important à distinguer, c'est que l'image, contrairement au texte, évolue dans un espace dit continu par rapport au texte qui évolue dans un espace discret. Ce que ça veut dire, c'est qu'il existe un nombre fini de tokens pour représenter du texte, un token représentant une sous-partie d'un mot ou un mot complet. Par contre, il existe une infinité d'images. L'image évolue dans un espace continu, donc au fur et à mesure qu'on va changer la valeur de certains pixels, on va pouvoir représenter ces images différentes, mais on peut en dénombrer une infinité, contrairement à du texte qui, à un instant T, si par exemple on essaye de prédire le prochain mot, il y a seulement un nombre fini de textes de mots qu'on va pouvoir prédire à l'endroit où il manque un mot. Contrairement à une image, si on enlève un patch dans une image, si on découpe un carré à l'intérieur d'une image, il existe en réalité ici une infinité de possibilités de comment est-ce qu'on peut représenter l'information à l'intérieur de ce patch pour faire en sorte d'obtenir une image cohérente. Et c'est ici toute la difficulté qu'il y a à travailler avec une image, c'est que lorsqu'on a une image en entrée, contrairement à lorsqu'on a un texte en entrée, d'un modèle qu'on veut analyser nos entrées, dans le cadre d'un texte, les informations sont déjà segmentées correctement, hiérarchisées, déjà vectorisées par entité. Dans le cadre d'une image, on n'a pas ces différentes entités qui sont directement données. Ce que ça veut dire, c'est qu'il doit exister une étape intermédiaire à l'intérieur du modèle dont le seul objectif est de vectoriser correctement l'espace de l'image en différentes parties pour faire en sorte d'en extraire les informations très importantes. Si on imagine dans une image qu'il y aurait une chaise en plein milieu d'une pièce, ce que ça veut dire, c'est que si on veut une bonne compréhension de cette image, c'est qu'à un moment donné, on veut que notre réseau émerge par lui-même et ait la capacité de faire émerger un vecteur dont l'objectif de ce vecteur sera de représenter les informations liées à cette chaise spécifiquement. Ce point-là, c'est une des raisons pour lesquelles Yann LeCun tend à dire qu'il faut arrêter les méthodes génératives parce que justement, lorsqu'on évolue dans ce type de modalité, si on essaye de prédire token après token, dans le cadre de l'image, c'est pixel après pixel l'information, cette approche-là sera sous-optimale par rapport à essayer de d'abord, dans un premier temps, obtenir des vecteurs représentatifs de l'image qui représentent de manière abstraite ce qu'il doit avoir dans l'image et seulement ensuite de potentiellement utiliser ces vecteurs-là pour générer une nouvelle image. Mais ce qu'on veut d'abord que le modèle fasse, c'est que le modèle converge vers une bonne représentation de ces tokens avant d'essayer de prédire directement dans l'espace image. Il faut savoir que cette approche, elle a été montrée explicitement par Yann LeCun dans les derniers papiers, les dernières publications de Meta. Il montre explicitement qu'on peut, de manière plus efficace, avec moins de données, réussir à converger vers des représentations d'images beaucoup plus pertinentes. Pour la vidéo également, il l'a montré, par rapport à si on utilisait des méthodes directement génératives. Une des manières pour faire fonctionner ce type d'architecture, c'est de reposer sur ce que Yann LeCun appelle des energy-based models, donc des modèles à énergie, et il favorise des modèles à énergie par rapport à des modèles probabilistes sur ce point-là, et c'est pour ça qu'il dit abandonner les modèles probabilistes et utiliser à la place des modèles à base d'énergie. L'idée d'un modèle à base d'énergie, c'est de faire en sorte, lorsque des informations sont compatibles, d'avoir une énergie basse, et lorsque des informations sont non compatibles,
avoir une énergie haute. Vous pouvez par exemple vous imaginez faire un montage Photoshop. Si vous n'avez aucune compétence, vous allez par exemple, si vous voulez fusionner deux images, vous allez prendre une image, vous allez la coller sur une autre image. Si vous faites ça, on va directement voir la supercherie et on se rendra compte que les deux ne sont pas compatibles. En d'autres termes, du point de vue du modèle, l'image en elle-même, ou en tout cas la zone sur laquelle il va analyser le patch, aura une forte énergie. Contrairement à si on fait en sorte que les deux sont compatibles, si vous avez un peu plus de compétences en Photoshop, vous faites un bon montage, vous faites des belles transitions, les deux vont au fur et à mesure avoir une meilleure compatibilité et donc le modèle à énergie va avoir une énergie plus basse. Et en fait, ce qu'on veut, lorsqu'on fait des modèles à base d'énergie, c'est faire en sorte que le modèle d'énergie converge vers une région à basse énergie et que des exemples non compatibles soient en effet représentés avec des hautes énergies. Maintenant, la question, c'est comment faire en sorte de converger vers des modèles qui soient capables de représenter ces différents niveaux d'énergie dans l'information qui leur est présentée. Et il se trouve qu'une des manières de faire ça, historiquement, ça a été en utilisant des approches dites contrastives. Les approches contrastives, leur objectif, c'était de faire en sorte de montrer au modèle des exemples compatibles. Donc par exemple, deux images très similaires, par exemple un chat A et un chat B. On leur montre ces deux chats et on leur dit, c'est quasiment le même chat, on veut que pour ces deux exemples-là, lorsqu'on te les présente, on veut que leur représentation vectorielle soit très proche. Par contre, si je te montre un chat et un chien, c'est deux espèces différentes, donc je veux que tu aies une énergie beaucoup plus haute lorsque je te présente ces deux vecteurs. Et les méthodes contrastives, justement, travaillaient à faire en sorte d'avoir toujours des paires d'exemples positifs et des paires d'exemples négatifs. Et ça a été une des limitations du développement des approches contrastives pour obtenir des bonnes représentations vectorielles. Ce qui fait que ici, Yann LeCun propose d'abandonner ces méthodes contrastives en faveur de méthodes dites de régularisation. Et sans rentrer dans les détails, parce qu'ici, l'argumentaire ne repose pas forcément sur les méthodes contrastives, l'argumentaire vers lequel je veux vous amener. Mais en tout cas, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que abandonner les méthodes contrastives par rapport à des méthodes de régularisation, ça nous permet de ne pas avoir à constituer des datasets avec des paires d'exemples positifs et des paires d'exemples négatifs, mais de pouvoir simplement, de manière non supervisée, en observant nos données, déduire correctement tout simplement des paires positives et faire en sorte de régulariser le modèle à énergie pour faire en sorte qu'il conserve une répartition d'énergie haute et d'énergie basse cohérente pour les données qu'on souhaite modéliser. Pour terminer, ce que Yann LeCun dit, c'est qu'une fois que l'on obtient ce modèle à énergie, donc ça veut dire qu'on peut converger vers une représentation de nos données. Si on observe, si nos données, c'est directement le monde dans lequel on souhaite évoluer, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut, avec ce modèle, converger vers une représentation du monde. Si par exemple, notre objectif, ce serait de faire en sorte d'avoir un robot qui se déplace d'un point A à un point B, on veut et que ce déplacement soit compatible avec le texte qu'on lui a donné ou le texte décrivait l'endroit où ce robot doit se rendre, on va faire en sorte que la représentation de l'image de ce que le robot observe, au fur et à mesure qu'il va pouvoir se déplacer, on va faire en sorte que la représentation de la trajectoire qu'on est en train d'observer, couplée au texte où on lui a dit par exemple rends-toi dans la cuisine, on va faire en sorte que les deux soient compatibles. Et donc le modèle à énergie va faire en sorte d'associer ces deux informations pour faire en sorte qu'elles soient compatibles. Et que, au contraire, si par exemple le robot était dans la chambre et qu'il se dirige vers l'extérieur, au contraire, il y a une énergie haute par rapport à si le robot se déplace vers la cuisine, parce qu'au fur et à mesure qu'il se déplace dans la cuisine, il va avoir une énergie basse parce que justement les deux informations deviennent compatibles, la trajectoire et le texte qui lui a été donné comme instruction. Et ce que JEPA nous dit, c'est qu'à partir du moment où on a cette représentation du monde, ce world model, on va pouvoir faire en sorte de l'optimiser pour atteindre un objectif. L'idée, c'est que ce world model peut à un moment donné, à chaque instant d'une trajectoire, par exemple, si on est en train de se déplacer dans une pièce, nous dire si on se dirige dans la bonne direction ou non. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut optimiser nos entrées, donc c'est-à-dire notre planning, donc c'est-à-dire notre réflexion de qu'est-ce qu'on doit faire en fonction de la représentation qu'on a du monde à travers ce world model. Et ça, en robotique, ça s'appelle un MPC. Ça, c'est la raison pour laquelle Yann LeCun nous dit abandonner l'apprentissage par renforcement. Au lieu de cela, faisons de l'optimisation avec un MPC où on va optimiser notre représentation du monde pour faire en sorte qu'elle converge dans à la destination vers laquelle on souhaite arriver. Maintenant que je vous ai présenté les blocs fondamentaux pour comprendre JEPA, ce que j'aimerais vous introduire, c'est un peu ma réflexion sur cette architecture et en tout cas les limites des domaines dans lesquels elle pourrait potentiellement s'impliquer, ou en tout cas plus précisément, pourquoi est-ce que JEPA ne serait pas aujourd'hui à l'instant T la seule possibilité pour développer des machines intelligentes et autonomes. Je pense que déjà un premier point à prendre en considération lorsque l'on réfléchit à JEPA et dans le contexte, comme je l'ai introduit au départ, dans lequel JEPA a été créé, c'est que JEPA a été pensé à la base pour comprendre de l'image, pour comprendre des vidéos,
pour comprendre ce type de modalité, notamment par le background de Yann Lequin, mais aussi par le contexte dans lequel il évolue aujourd'hui à Meta. Meta a certains objectifs qui sont énormément tournés vers la compréhension de scène, notamment avec leur casque VR, mais pousse aussi énormément en direction de la robotique, dans la direction de l'assistance. Et je pense que l'ensemble de ce contexte en fait nous montre aussi pourquoi est-ce que JEPA existe. JEPA existe aussi pour servir cette mission, qui se trouve peut également servir l'intelligence en tant que telle, l'intelligence de manière générale, pour développer la robotique autonome, pour développer des applications VR, pour comprendre de l'image, pour comprendre des vidéos. Mais c'est un peu le contexte dans lequel JEPA a été pensé. Et le fait est qu'il existe en réalité une autre type d'intelligence qu'on pourrait développer qui ne serait pas seulement basée sur de l'intelligence spatiale, mais qui serait basée sur une intelligence complètement virtuelle et décentralisée. En effet, l'expérience de pensée que j'ai envie que vous ayez, c'est qu'on pourrait très bien imaginer deux types d'agents autonomes, d'intelligence artificielle générale autonome, même si on veut pousser. L'une qui serait capable d'évoluer dans le monde réel, de comprendre ce qui se passe autour dans une scène, de comprendre les différents objets qui l'entourent, de comprendre comment interagir et comment se déplacer dans cet environnement, mais qui traiterait donc de l'information haute fréquence, les signaux, les photons qui arrivent directement sur la caméra, et qui réussirait grâce à l'architecture AJEPA de les compresser dans une représentation du monde cohérente. Et il pourrait également exister un autre type d'agent autonome qui lui évolue directement simplement dans un monde virtuel qui n'a pas du tout pour objectif d'être déployé dans le monde réel, qui a simplement pour objectif d'être déployé dans un monde virtuel avec constitué majoritairement de tokens. Par exemple, si on imagine un robot qui travaille sur des informations textuelles, qui travaille sur des applications de trading, qui travaille sur de l'ADN, qui travaille sur des mathématiques, qui travaille sur de la programmation, l'ensemble de ces tâches sont représentables par des tokens. Sur ce point, Yann Lequin le dit lui-même, notamment lors de sa discussion avec Lex Fridman dans son podcast, que lorsque l'on utilise des modalités qui peuvent être tokenisées, on n'a pas forcément besoin de reposer sur des modèles à énergie pour comprendre ces informations, on n'a pas forcément besoin d'utiliser ce type de méthode de régularisation, parce que justement l'information est déjà tokenisée et que l'on peut du coup directement faire émerger des représentations vectorielles cohérentes. Ce qui est sûr, c'est que ça ne veut pas dire qu'en soi, les modèles à énergie dans le cadre de JEPA ne sont pas utiles, ça veut simplement dire qu'il existe énormément de modalités et qu'on pourrait imaginer un agent qui, doté de certaines modalités, ne pourrait complètement se passer de ce type de méthode, ou en tout cas pourrait énormément déjà tirer parti des bases de données que l'on a actuellement pour essayer de s'améliorer pour atteindre un nouveau palier d'intelligence. Et il existerait d'autres méthodes pour réaliser ça. Et ici, un point évident mais très important ici aussi à se rappeler, c'est que la donnée est maître, dans le sens où qui a la bonne donnée a la bonne intelligence, ou en tout cas qui a la bonne donnée pour résoudre le problème qu'il souhaite résoudre, va pouvoir développer de l'intelligence correctement. Et ensuite, il existera plusieurs méthodes pour exploiter cette donnée, mais le point essentiel, c'est la donnée. Et aujourd'hui, la donnée qu'on utilise représente bien plus des données statiques de comment est-ce que le monde fonctionne, plus qu'une représentation réelle de ce qu'on voudrait atteindre avec un agent autonome. Un exemple très simple, c'est que par exemple aujourd'hui, des modèles de langage sont utilisés pour faire de la recherche sur Internet, pour rechercher des choses et des documents à notre place. On le fait simplement en utilisant ces agents-là, alors qu'ils ont été entraînés seulement sur des données statiques et non pas des données dynamiques d'un agent en train de chercher de l'information sur Internet et qui a été présenté séquentiellement avec une série d'informations. On ne l'entraîne pas sur ce type de données et pourtant on veut l'utiliser dans cet objectif-là. Et certes, si on entraîne une représentation du monde à World Model tel que c'est décrit dans JEPA, on pourra converger vers une représentation du monde, faire de l'optimisation, utiliser un MPC, mais il faut se rappeler que c'est déjà cette donnée-là, cette donnée qu'on veut générer qui va manquer à ce processus d'apprentissage. Et donc dans ce cadre-là, à partir du moment où on a la donnée JEPA, ou en tout cas la partie MPC peut être une solution, mais on pourrait très bien également commencer aussi à faire du RL qui pourrait déjà aussi donner des résultats à partir du moment où on a déjà la donnée. Et je pense que c'est cette donnée-là qui est un des points fondamentaux à ne pas ignorer, qui nous permettra ensuite de pouvoir converger vers des agents qui sont capables de réaliser des actions de manière autonome. Si je dois donc résumer ma réflexion, c'est que JEPA est en effet pour sûr une bonne proposition dans le sens où elle peut aider au développement de la robotique, elle peut aider au développement de la compréhension de scène, elle peut aider à comprendre des images et des vidéos. Par contre, pour d'autres modalités, il existe aussi des alternatives dans lesquelles les modèles à énergie spécifiquement n'auraient pas forcément leur place, ou en tout cas il y aurait déjà des solutions adéquates aujourd'hui qu'il existe. Et surtout sur la partie optimisation qui est également proposée à la place de l'apprentissage par renforcement. Le point ici, c'est que la donnée
c'est aujourd'hui ce qui manque surtout pour développer la prochaine étape de planification pour réaliser des agents autonomes, et que surtout, si on imagine différents types d'agents, 2 types d'intelligence, une complètement virtuelle, une déployée dans le monde spatial, ici, celle développée dans le monde spatial pourra en effet, pour sûr, tirer parti du MPC proposé par Yann Lequin. Par contre, si on imagine d'autres types d'agents déployés complètement dans un monde virtuel, il est ici pas évident que le MPC soit la seule solution, et par contre, ce qui est évident, c'est que dans ce type d'environnement virtuel, c'est la donnée et les environnements de simulation qui seront probablement un des facteurs les plus importants au développement de l'intelligence de ces agents. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et en attendant, je vous dis à la prochaine.